Toute la levée de fonds communautaire qu'on a faite était basée sur le fait qu'on allait, sous 5 à 10 ans, s'introduire au Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq ? C'est parce qu'il y avait une dimension internationale. Si tu es au Nasdaq, c'est forcément que tu es aux États-Unis. Le marché des États-Unis est un des marchés les plus booming dans l'immobilier. Donc ça nous paraissait important de dire qu'on allait être au Nasdaq parce que ça signifiait qu'on était international et qu'on avait fait une très grosse boîte. Celui qui veut coter sa boîte au Nasdaq, c'est Cédric O'Neill, fondateur de la plateforme d'investissement participatif spécialisée dans l'immobilier, BRIX. Ce pharmacien de formation vit à Montpellier et est âgé de 36 ans. Nous l'avons rencontré à Paris, dans les locaux historiques de la Bourse. Et si on dit chez nos voisins que les Français aiment investir dans la pierre, Cédric, en plus d'avoir une brique dans le ventre, investit dans les startups et la bourse. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker Plus, le podcast de l'Écho qui passe au crible le portefeuille des professionnels de la finance comme Cédric O'Neill. Quelle est sa stratégie ? Quels sont ses actifs de prédilection et quels sont ses objectifs ? Le CEO et fondateur de BRIX nous dit tout. On commence par un retour au début de son adolescence, période où Cédric a rapidement appris ce qu'était la valeur de l'argent. Je viens d'un milieu qui était très modeste et tu vois, rapidement, je me suis dit comment je m'élevais socialement de mon milieu. Pour moi, ça passe par deux possibilités, soit l'entrepreneuriat, parce qu'il y a vraiment une création de valeur, soit la capacité à mettre de la dette, c'est-à-dire à mettre au travail une surface financière qui est plus importante que celle que tu possèdes. Et c'est pour ça que l'investissement immobilier est très adapté et adéquat à ça, parce que c'est la banque qui va te prêter de l'argent, et toi, tu vas mettre au travail de l'argent qui ne t'appartient pas. Mais je me suis rendu compte que quand tu es un particulier, tu es rapidement limité par ton banquier qui va te prêter de l'argent à la condition que tu aies une capacité d'endettement qui ne dépasse pas 33%, maintenant 35%. Et donc c'est pour ça que je me suis toujours vu créer des boîtes et surtout le faire dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs. Comment ça s'est matérialisé cet intérêt ? Est-ce que tu t'es dit il va falloir que j'étudie, que j'aille faire des études de finance ou de commerce ? En fait, ça s'est matérialisé très tôt parce que j'avais la chance d'habiter en campagne. Et en campagne, moi, j'avais des asperges sauvages, j'avais des châtaignes qui étaient disponibles dans ma campagne. Et donc, rapidement, je me suis retrouvé à vendre ça en porte-à-porte. À 14 ans, j'ai monté des premiers ordinateurs. Donc, je montais des tours, j'achetais des pièces détachées, je montais des tours et je les revendais à des potes. Et finalement, je me suis assez mal orienté parce que j'ai fait des études de pharmacie. Donc, je suis docteur en pharmacie et donc je suis pharmacien de profession à la base. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi ces études, mais très tôt, je me suis intéressé à la finance. Donc, je me suis intéressé de manière autodidacte et après, j'ai fait un double cursus pour avoir des compétences et un diplôme en finance. Et donc, ce qui fait qu'à la fin de mes études, je me suis dit, bon, j'ai quand même fait 6 ans d'études pharmaceutiques. Ça serait dommage de mettre ça à la poubelle. Qu'est-ce que je peux créer comme entreprise qui justement surfe un peu sur cette tendance pharmaceutique et donc monter des ordinateurs à 14 ans, c'est que vient la passion, j'imagine. C'est ça, il y avait cette passion-là. Ensuite, il y a eu la passion d'Internet, de voir tout ce qu'il était capable de créer et surtout de rendre accessible. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était au bon timing parce qu'il y avait une législation européenne qui autorisait la vente de médicaments en France. Et malgré le fait que ça soit autorisé, ça a été autorisé en 2003 en Europe, la France en 2011, 2012, 2013 n'autorisait toujours pas la chose. C'est qu'en 2013 qu'ils ont vraiment changé la législation en droit français. Et donc moi je me suis dit, la législation va bouger, c'est une certitude. Il faut que je sois le premier à vendre des médicaments sur Internet, sur le marché français. Et donc ma première start-up qui s'appelait 1001 Pharmacie a justement permis ça. On est rapidement monté à une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. On a eu plein de déboires. L'ordre des pharmaciens en France nous ont attaqués. Ils ont voulu me retirer ma licence de pharmacien. Je me suis fait attaquer par des laboratoires pharmaceutiques. On s'est associé avec les mauvais investisseurs qui finalement ont décidé de me révoquer de mes fonctions parce qu'on n'était pas alignés d'un point de vue stratégique sur le devenir de la boîte dans les prochaines années. En tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai quand même touché du doigt tout cet aspect bourse et finance. Pour une bonne raison, quand en 2015, j'ai fait la grosse levée de fonds avec des investisseurs institutionnels, donc ce qu'on appelle des VC, je me suis intéressé un peu à tous les comparables européens qui existaient sur la verticale e-commerce de produits de santé. Et là, j'ai vu des belles boîtes commencer à éclore, surtout sur le marché allemand. Il y avait Zooplus, coté en bourse,
Il y avait Shop Apotheke qui faisait son introduction en bourse également. Je crois qu'ils sont belges ou néerlandais de mémoire. Il y avait des beaux laboratoires qui étaient cotés sur le marché français. Et donc, j'ai commencé comme ça à investir dans des actions de boîtes européennes, justement pour me dire que j'allais récupérer des chiffres parce que j'étais actionnaire de la boîte et que tous les ans, j'allais être convoqué à l'Assemblée générale. Et ce qui a été marrant, c'est de voir en fait les progressions. Quasiment tous ont fait x10 en l'espace de 10 ans. Donc, j'ai encore des actions qui ont fait x10. Je reproduis un peu la même stratégie aujourd'hui sur l'immobilier parce que maintenant, je suis dans le secteur de l'immobilier. Et j'aime bien me dire que en fait, ça me permet de rentrer dans un marché parce que je connais bien le marché. En tout cas, moi, ma logique par rapport à la bourse, c'est pas forcément une logique qui est financière, c'est une logique de marché où je vais spotter des valeurs qui me paraissent complètement décorrélées, mais parce que je connais très bien le marché et donc je rentre sur des points bas. Donc ça te nourrit toujours d'avoir un profil d'investisseur, d'être un investisseur particulier. Ça te maintient aussi en éveil par rapport à ce qui pourrait t'arriver professionnellement en tant qu'entrepreneur. En fait, c'est plus que d'avoir un profil boursier, c'est de comprendre les règles de la finance. On est quand même dans des marchés qui sont très capitalisés. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Et si tu ne comprends pas les règles, si tu ne comprends pas tout ce qui se passe, en fait, tu ne prends pas forcément les bonnes décisions. Cédric vous l'a dit, il n'est plus dans le secteur pharmaceutique. Après avoir été évincé de sa première start-up, 1001 Pharmacies, il perd le contrôle de l'entreprise qu'il était pourtant parvenu à rendre rentable. Au bout du compte, il récupère quelques dizaines de milliers d'euros alors qu'il devait en toucher beaucoup plus, autour de 800 000 euros. Cet échec fut le point de départ d'un premier projet immobilier et le déclic pour changer radicalement de secteur avec une nouvelle idée entrepreneuriale. J'ai passé 6 ans au total entre 2011 et 2017, 6 ans à fond. Et donc moi, je me retrouve révoqué en 2017 de la société. Moi, je me retrouve avec rien du tout. Pas d'épargne, pas de matelas de sécurité. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ma seule capacité de rebond, ça va être l'immobilier. Donc là, je vais voir mon banquier et je lui demande, par rapport à mon salaire de mandataire, ma rémunération de mandataire social de la boîte, lui, il ne savait pas encore que j'avais été révoqué. Quel est le montant que tu peux me prêter ? Et donc, il a accepté de me prêter 500 000 euros que j'ai investi sur une opération de marchand de biens à Montpellier. Et 2 ans plus tard, ces 500 000 euros se sont transformés en quasiment 1 million d'euros. Et par rapport à l'argent, moi, que j'avais engagé dans le projet, j'ai fait 300 000 euros de bénéfices nets. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est assez incroyable ce qui vient de se passer parce qu'en l'espace de 2 ans, j'ai réussi, grâce à l'immobilier, à générer 300 000 euros de gains. Et alors que 1001 Pharmacies, j'y ai passé 6 ans, ça ne s'est pas forcément bien passé. La prise de risque était plus importante. L'immobilier, la prise de risque était assez limitée parce que j'avais bien étudié le prix d'acquisition du bien à l'entrée. Et donc, pour moi, ça a été une sorte de révélation de me dire, j'ai envie de multiplier des opérations comme ça, qui, si elles sont bien gérées, peuvent être conduites en parallèle. Tu vois, je me disais, je peux en faire 3, 4, 5 en parallèle. Et rapidement, j'ai été échaudé parce que mon banquier, en allant le voir une deuxième fois, il m'a dit non, ça va trop vite, t'as pas complètement remboursé ton premier emprunt parce que tu l'as découpé en appartements et là, t'as revendu que 3 appartements sur 5, donc on va pas t'accompagner. Attention, t'as pas de revenus liés à un contrat de travail de manière CDI indéterminée, donc on va pas te suivre sur cette nouvelle aventure. Et ça a été le parcours du combattant pour moi. Mais c'est là, j'imagine, que tu as vu que le monde financier était peut-être trop frileux sur l'IMO et que l'idée de faire Brix est née. Alors. Je me suis rendu compte que le monde financier était très frileux, était constitué de règles des fois qui ne sont pas justifiées par rapport à une société en évolution très rapide. Tu vois, nombre de freelances aujourd'hui qui gagnent très bien leur vie, qui sont développeurs informatiques et pourtant qui ne peuvent pas justifier de 3 bilans. Donc en tout cas, les banques françaises vont les juger instables et ne vont pas leur prêter. Donc si tu veux, tu as un monde qui avance très vite avec des anciennes règles, législations pour essayer de sécuriser un maximum le banquier qui sont plus forcément adaptées. Et en parallèle de ça, le Covid arrive. Ce qu'on voit émerger, c'est de nombreuses applications qui te permettent d'investir très facilement en bourse ou en crypto-monnaie. Je pense à Robinhood qui s'est développé très rapidement, Trade Republic et bien d'autres sur le marché européen. Et là, je me dis, mais c'est quand même dingue qu'on se dise qu'il
il y ait 90% des Français qui adorent la pierre, qui adorent investir dans l'immobilier, que ça soit pourtant le parcours du combattant d'investir dans l'immobilier, et à côté de ça, en 2 clics, je peux investir dans des cryptos. J'y connais rien du tout, c'est ultra spéculatif, c'est assez risqué. Et au final, ça ne laisse l'immobilier qu'aux gens qui ont la possibilité d'avancer là. Exactement, et ça crée une grosse distorsion et une grosse inégalité dans la répartition des richesses. Mais en tout cas, mon point de départ, ça a été de dire, il faut qu'on utilise la techno et qu'on utilise les règles pour essayer de rebattre les cartes et de créer une application qui permette très facilement de faire la même chose, à savoir investir dans l'immobilier à partir de 10 €. En avril 2021, la plateforme Brix était en ligne. Dès la première année, l'entreprise parvient à mettre en gestion des millions d'euros de biens immobiliers. L'objectif, lever des fonds et grossir encore. Devant la réticence des investisseurs institutionnels, qui ne croient pas que ce business sous cette forme puisse grandir, Cédric et son équipe lancent un financement participatif. Et vu le succès de l'opération, le gendarme des marchés va se pencher sur les affaires de Brix, et ce n'était pas prévu au programme. On se rend compte que parfois la technologie avance beaucoup plus vite que le droit ou la législation, mais aussi que les mentalités. Et donc clairement dans l'immobilier, on pense aux notaires ou aux banquiers qui sont confrontés à de l'immo fractionné ou de la tokenisation en immo. C'est des choses qui pour elles sont tellement abstraites qu'ils pensent que c'est un influenceur sur Dubaï qui va faire une pyramide de Ponzi et arnaquer tout le monde. En fait, nous on partait du principe qu'on n'avait pas besoin d'être sous tutelle d'une autorité de régulation, notamment d'une autorité financière. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé un contrat qui s'appelle un contrat de royalties, un contrat de redevance sur de l'immobilier. Donc vraiment, ce contrat de redevance adossé à de l'immobilier, qui était de dire, en échange de ton investissement, avec notre contrat de royalties, quand on l'adosse à de l'immobilier, je t'offre 100% des loyers qui vont être générés par l'actif immobilier et 100% de la plus-value à la revente. Même si l'actif immobilier ne t'appartient pas, je m'engage à te rétrocéder tous les flux financiers qui sont produits par l'actif immobilier. Et on a fait la même chose sur notre levée de fonds au capital de la boîte. Et donc, ce contrat de royalties, en droit français, n'est pas considéré comme un titre financier. Donc c'est un contrat de droit commun. Donc si tu veux, tu n'as pas un produit financier. Et donc moi, je jugeais que comme on n'avait pas un produit financier, on n'avait pas besoin de déposer un prospectus. Et donc on avait quand même des validations d'avocats quand on a commencé à faire cette levée de fonds. Et quand l'AMF nous a contactés, ils ont argué le fait que c'est toujours substance over form, donc on va privilégier finalement ce que tu fais avec l'argent, en fait la substance plus que la forme, donc qu'il y ait marqué contrat de royalties ou contrat obligataire ou contrat d'action, il se trouve que tu es en train de collecter de l'épargne pour la croissance de ta société, et donc nous on considère de facto que c'est un produit financier, et tu n'as pas envie qu'on fasse trancher ça par un juge auprès d'un tribunal. Donc il vaut mieux avoir une dynamique constructive et de remise en adéquation de toute la levée de fonds plutôt que d'aller au conflit. Et donc moi je l'entendais. Et donc on a eu une phase de transition comme ça pendant 4 mois, le temps de remettre en conformité toute la levée de fonds. Finalement, on a réussi à en garder de manière réglementaire que 13 millions sur les 20. Donc en plus, on se retrouve à rembourser 7 millions qu'on avait sur les comptes. Donc j'avais vraiment l'impression qu'on était, tu vois, sur une montagne et t'étais un peu sur la crête, et à tout moment, ça pouvait tomber d'un côté ou de l'autre. Et alors, avant de s'attarder sur ton profil d'investisseur, peut-être une question avec Brix. C'est quoi la prochaine étape, et est-ce qu'une introduction en bourse n'est pas imaginable ? Alors, c'est une très bonne question, parce que toute la levée de fonds communautaire qu'on a faite était basée sur le fait qu'on allait, sous 5 à 10 ans, s'introduire au Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq ? C'est parce qu'il y avait une dimension internationale. Si tu es au Nasdaq, c'est forcément que tu es aux États-Unis. Le marché des États-Unis est un des marchés les plus booming dans l'immobilier. Donc ça nous paraissait important de dire qu'on allait être au Nasdaq, parce que ça signifiait qu'on était international et qu'on avait fait une très grosse boîte. La logique derrière, c'est plutôt offrir de la liquidité à nos investisseurs par une introduction en bourse. Alors est-ce que ça sera aux États-Unis, est-ce que ça sera en Europe ou en France, tu vois, je ne sais pas exactement. Et la logique personnelle, c'est réaliser un rêve, si je ne me trompe pas. Et ma logique personnelle, c'est vraiment réaliser un rêve pour montrer que, tu vois, je viens d'un milieu modeste et que c'est possible.
Donc même à titre personnel, moi c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Tu vois, sur 1000 et une pharmacies, la logique aussi c'était déjà de ce côté. J'avais fait une formation avec Euronext et HEC justement pour apprendre pendant un an tous les mécanismes et toutes les bonnes pratiques d'une cotation boursière, parce qu'il y a plein de pièges à éviter par rapport à ça. Donc en tout cas, moi c'est toujours la voie qui m'inspire, à la condition que ça se fasse sur justement des bonnes conditions. Tu vois, je vais donner raison finalement aux premiers investisseurs qui n'ont pas cru dans BRICS et qui n'ont pas investi pour des raisons de scalabilité, donc de passage à l'échelle. Nous, on a opéré pas mal de modifications depuis nos débuts. Au début, c'est nous qui achetions directement l'immobilier. On se retrouvait avec un modèle où tu as en même temps une plateforme financière qui collecte des fonds, plus une société de gestion pour opérer la gestion des biens immobiliers, plus des chasseurs immobiliers qui doivent aller sur le terrain pour valider la pertinence des biens immobiliers, une agence immobilière qui ensuite derrière s'occupe de faire en sorte que les biens immobiliers tournent. C'est juste ingérable et à un moment donné, on s'est dit, on n'est pas les plus à même pour faire cette gestion de manière fine. Arrêtons de vouloir tout faire et redevenons une marketplace. Donc, mettons en relation des investisseurs avec des porteurs de projets immobiliers qui le feront très très bien. Donc, on devient vraiment une alternative à la banque, sauf que les banquiers, c'est les particuliers. Et donc là, tu te retrouves avec quelque chose qui, effectivement, peut facilement s'internationaliser. Et donc, parce qu'il y a cette internationalisation et qu'il y a ce passage à l'échelle qui est possible, dans ces cas-là, tu peux envisager une introduction en bourse qui se passe bien. Vous l'avez compris, Cédric a un portefeuille hybride, constitué de parts de start-up, de biens immobiliers et d'actions en bourse. Nous lui avons fait écouter un extrait d'un Tracker Plus qui vous a particulièrement plu, celui avec l'entrepreneur et investisseur flamand Mark Cook. Comme Cédric, Mark Cook est pharmacien de formation et comme Cédric, il a monté son entreprise dans le secteur pharmaceutique avant de la revendre. Ça s'est cependant mieux terminé pour Mark Cook. Dans cet extrait, l'homme d'affaires flamand parle de ses actions Lotus Bakeries qu'il a achetées très très tôt. Est-ce que c'est spécial que j'ai acheté des Lotus à 35 €? Ben non, c'était le cours à ce jour-là. Est-ce que c'est spécial qu'ils sont 8000 aujourd'hui? Bien non, c'est le cours d'aujourd'hui. Ce qui est spécial, c'est que je les ai encore. Énormément de monde, inclus moi-même, ont toujours la tentation d'aller. On vend quand même à 70, parce que ouais, ça a doublé. Il y a 140, ça a quadruplé, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui vous faisait garder l'action alors? En se disant tout le temps, let your profits run, cut your losses. C'est la leçon la plus importante sur la bourse que j'aimerais faire passer. Alors Mark Cook parle de ses actions Lotus Bakeries, qui est un des plus grands producteurs de biscuits au monde, et il les a achetées autour de 30 €. Elles valent aujourd'hui autour de 8000 €. Ses dividendes valent plus que l'argent qu'il a mis pour les actions, mais il les a gardées toujours. Qu'est-ce que ça te fait d'écouter son rapport à la bourse? Moi, je pense que c'est un entrepreneur. Et j'aime bien sa phrase à la fin, let your profits run et cut your loss. On a tendance à toujours mettre des stop-loss, mais on a tendance aussi à mettre des take profits qui sont assez bas. Et la difficulté, même quand tu veux cutter tes pertes, c'est à quel moment, tu vois, il ne faut pas le faire trop tôt. Donc il y a des paris. Peut-être que l'action, quand il est rentré à 35, je crois, il dit, elle est peut-être redescendue à 25. Je ne sais pas, avant de remonter vers les 8000. Je pense qu'entre 35 et 8000, il s'est quand même écoulé quelques années. Donc ça me fait dire que, premièrement, il n'avait pas besoin de l'argent. Donc c'était plutôt de la diversification de patrimoine qu'il a faite au travers de la bourse. Il croyait vraiment dans la société, parce que tu vois, il a laissé courir. Tu peux te dire aussi qu'il aurait pu décider, tu vois, de récupérer ses gains pour les réinvestir. Donc, moi, ça me correspond bien, en tout cas, en tant qu'investisseur, parce que j'en fais pas mon activité principale. Tu vois, je suis pas sur du day trading quand je vais investir. C'est parce que je crois dans des boîtes. Et c'est ce que tu vois aussi avec Berkshire Hathaway, c'est qu'ils sont capables de rester 30 ans dans une société parce qu'ils croient aux fondamentaux, ils croient dans la value,
Et donc, Et ce côté hold, est-ce que c'est pas aussi plus sain de se dire qu'un investisseur va rester très longtemps? si tu veux, c'est toujours pareil, on en arrive toujours aux extrêmes. La bourse, dans l'idée, c'est accompagner des entreprises pour qu'elles se développent. Donc quand tu prêtais de l'argent à une entreprise via la bourse, en tout cas quand tu achetais ses actions, c'était pour l'aider à grossir. Donc tu vois, il n'y avait rien de négatif par rapport à ça. Et on est arrivé dans une logique qui est très spéculative, qui a été il y a 10-15 ans à son paroxysme parce que c'était toujours plus de dérivés pour avoir des effets de levier toujours plus grands pour la spéculation, avoir des machines toujours plus performantes pour pouvoir faire de l'instant trading soit par intelligence artificielle, soit vraiment à la microseconde pour battre le marché et faire toujours plus de gains. Mais c'est toujours au détriment de petits particuliers qui vont perdre de l'autre côté de la chaîne. Tu vois, il y a pas de... Je nuance mes propos parce qu'il y a de la création de valeur quand tu as le prix de l'action qui monte, mais quand ça descend, il y a aussi de la perte de valeur qui est pour tout le monde. Et donc, tu avais quand même cette logique très financière qui était en train de se développer, et ça fait du bien quand même de revoir des petits porteurs qui reviennent sur le marché et qui sont capables de se dire je vais accompagner des boîtes parce qu'il y a des fondamentaux et parce que j'y crois. Vous allez l'entendre pendant le scan du portefeuille de notre invité. Si la bourse l'intéresse, ce n'est pas l'investissement privilégié par Cédric O'Neill. Très tôt, vers 16-17 ans, tu vois, je commence déjà à m'intéresser à la bourse et à ce qui se passe en bourse. Mais je suis un très mauvais élève par rapport à la bourse. J'ai investi par rapport à mon patrimoine personnel peu d'argent en bourse en proportion. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours dit... que la bourse t'investit avec ton propre argent. Contrairement à l'immobilier, contrairement à des sociétés que tu peux racheter à crédit. Dans l'immobilier, c'est ce que je disais en introduction, tu peux mettre du crédit immobilier, donc tu vas placer de l'argent qui ne t'appartient pas. Quand tu rachètes une entreprise, c'est pareil, c'est le banquier souvent qui sont à la base d'un multiple d'EBITDA, va te prêter de l'argent pour racheter cette entreprise-là, et finalement ce prêt va se rentabiliser avec ta capacité à faire en sorte que l'entreprise continue à générer des bénéfices tous les ans et c'est ces bénéfices-là qui vont rembourser le crédit qui t'a permis d'acheter l'entreprise. La bourse, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit j'investis avec mes fonds propres et donc dans ce cas-là, allez, si on prend les stats, je suis à 10% de renta sur les 30 dernières années. Donc ce qui est très beau, mais finalement je suis quand même limité à ma capacité à avoir des fonds propres initiaux. Ou alors je dois mettre un effet de levier très important. Et effet de levier dit potentiellement des sorties rapides, donc ça veut dire qu'il faut que j'y passe du temps. Et plus de risques aussi. Et plus de risques, il faut que je m'y intéresse pour être sûr de rentrer dans plus de bons coups que de mauvais coups. Parce que statistiquement, si tu vois, je mets beaucoup d'effets de levier et je vais mettre sur chaque ligne 1% de mon capital pour diversifier, il faut que je sois sûr que j'ai une proportion plus importante de réussite. Et donc ça veut dire quand même de t'y intéresser, ça veut dire d'y passer du temps, et là aujourd'hui j'étais plutôt focalisé sur mes activités entrepreneuriales. Donc c'est encore une fois la raison pour laquelle tous les investissements que j'ai faits en bourse étaient surtout des investissements très liés au marché sur lesquels j'étais, pour me dire ok, je comprends bien l'écosystème, j'ai fait mes due diligence, donc j'ai fait vraiment l'étude de la boîte, ça m'intéresse de rentrer parce que là je pense vraiment qu'elle est sur un point bas. Tu vois, Nvidia, j'ai raté quelque chose, mais j'y serais pas allé parce que je connais pas le marché. Tu connais bien les cartes graphiques. Oui, je mettais déjà des cartes graphiques Nvidia à l'époque, mais c'est la raison pour laquelle mon portefeuille boursier se limite vraiment à ce que je connais là aujourd'hui. Et il y a une dizaine de lignes, donc c'est pas non plus très fort en diversification, donc je suis vraiment le mauvais élève. C'est un petit peu ce qu'on recommande à un investisseur particulier de faire. Oui. Et c'est vrai que je dois avoir 90% par contre de mon patrimoine qui est sur de l'immobilier, hormis finalement la valorisation de mes actions dans BRICS. Mais c'est soit de l'immobilier, soit du private equity. Et private equity, par contre, j'ai un peu plus. Alors, il y aura peut-être des boîtes côté à la fin. Parce que là, je reconnais des patterns que j'ai mis en place sur la création de mes propres entreprises. Alors, on va se focaliser sur ces 10% alors. Est-ce que c'est uniquement des actions ou tu as d'autres types de produits ? Non, là, c'est que de l'action. Et en plus, c'est des actions en direct. Tu vois, je ne suis pas dans des ETF parce que j'investis principalement via Boursorama.
Donc eux, c'est surtout des actions directes. Et cette dizaine d'actions, c'est des sociétés françaises, européennes, américaines. Dans quelle proportion déjà géographiquement ton portefeuille est diversifié? C'est que des sociétés européennes et il y a pas mal de françaises parce que c'est celles que je vois au quotidien. Unibail-Rodamco, par exemple, j'avais pris des actions parce que justement j'avais vu le move de Xavier Niel aussi qui était monté très haut au capital post-Covid, et tu vois, j'ai racheté comme ça quelques foncières qui sont vraiment alors je sais pas du tout un conseil en investissement, mais qui me paraissaient décotés parce qu'en fait la valeur de leurs actifs net de dette est supérieure à la valorisation de l'entreprise. Donc là tu te dis en tout cas il y a quelque chose à faire. Et l'IMO, c'est parce que... Et l'IMO, c'est parce que je suis dedans. Ouais. Et ça, c'était tes premiers investissements en actions ou Non, mes premiers investissements, c'est vraiment toutes les boîtes dont je t'ai parlé la dernière fois. Pharma, donc. La pharma, ouais. Pharma en ligne. Pharma en ligne et tout ce qui était distribution de produits de santé sur Internet. Ouais. Donc, tu vois, il y avait Zooplus, Shop Apothèque, quelques boîtes de compléments alimentaires ou de cosmétiques. Je suis aussi beaucoup les plateformes de crowdfunding dans lesquelles tu peux investir dans des startups assez tôt parce que justement, ça te permet d'avoir aussi des tendances. Et donc là, j'ai investi dans pas mal de startups en mettant pas forcément des gros tickets, des startups européennes qui se développaient justement sur la partie fintech. Et dans ton comportement d'investisseur, comment ça se passe? Est-ce que tu mets une petite enveloppe d'argent dont tu n'as pas besoin, que tu dédierais bien à un investissement, et quand cette enveloppe devient importante, tu commences à investir? Ou est-ce que tu vas tous les mois ou de manière très régulière remettre de l'argent dans les investissements qui existent déjà? Comment est-ce que tu gères un petit peu Non, là, il n'y a pas de... Je vais mettre... Dès que je vais voir une société qui m'intéresse ou que je trouve sous-valorisée, donc je vais commencer par quelques milliers d'euros. Et en fonction de... Tu vois, je vais être capable de consolider la position et de remettre de l'argent si je juge que, en fait, c'est pas normal, tu vois, qu'elle monte pas plus vite. Donc, avec une sorte de DCA sur la valeur. Mais je peux ne pas mettre d'argent pendant 6 mois et je peux investir dans 3 sociétés à 2 semaines d'intervalle. Pour rester sur le portefeuille, tu as une vue de son rendement ou est-ce que c'est quelque chose que tu te dis je verrai ça plus tard? Je vais le regarder, mais tu vois, c'est vraiment pas une préoccupation. Moi, je suis un entrepreneur, donc j'ai tellement de choses à gérer au quotidien que mes comptes bancaires, je les regarde quasiment jamais. La gestion de mon portefeuille, je la regarde quasiment jamais. Et c'est finalement quand je me connecte une fois de temps en temps que je vois où on en est. Et c'est ce qui me permet aussi de me dire, peu importe que ça monte, que ça baisse, j'accepte. Tu vois, c'est déjà de l'argent que j'ai accepté de perdre. Donc en fait, j'essaye pas de trouver les bons points de sortie. J'essaye pas. Et c'est en ça que, comme moi, je suis déjà content d'avoir ce feedback du marché qui m'est offert par rapport à mon investissement, qui prennent de la valeur, c'est la cerise sur le gâteau. Dans ton portefeuille, tu m'as parlé aussi de crypto-monnaie. Ouais. Et comment c'est venu la crypto-monnaie? Moi, j'ai pas du tout vu venir le move crypto. Je m'y suis intéressé très très tard et encore une fois, je m'y suis intéressé par rapport à l'immobilier. Ce qui s'est passé, c'est que tu vois, je suis arrivé au fractionnement de l'immobilier et je l'ai fait avec des bons vieux contrats qu'on a automatisés en signature électronique très facilement sur notre site internet, mais il n'y avait pas du tout de tokenisation et de blockchain derrière ces contrats-là et ce fractionnement. En regardant ce que faisaient certains acteurs aux États-Unis, on s'est rendu compte que eux venaient loger des actions de société sur la blockchain dans des tokens, donc un token égale une action, pour fluidifier les transactions et permettre à certains qui sont justement dans cet écosystème crypto de ne pas revenir dans l'écosystème traditionnel et donc de ne pas avoir tout ce qui est flat tax et taxes sur les bénéfices à payer. Donc c'est professionnellement, tu te rends compte qu'il y a des opportunités, tu commences à les étudier et les comprendre, et dans la foulée, tu te dis je vais aussi acheter de la crypto-monnaie. Oui, c'est ça. Mais pas dans une dynamique de je vais gagner de l'argent ou tu vois, où je réinvestis. C'est juste, ok, j'essaye pour comprendre comment ça fonctionne d'avoir une adresse Web3, comment ça fonctionne d'avoir un MetaMask pour s'authentifier, pour rentrer sur les sites internet. Qu'est-ce que je peux faire? Et ce qui est génial dans la blockchain, et c'est ce que j'aime, c'est que tu vas retrouver toutes les mécaniques de la finance traditionnelle
qui sont répercutés sur un environnement qui est décentralisé. En fait, c'est juste de la finance qui est décentralisée. C'est pour ça qu'on parle souvent de DeFi. Là, tu vois, c'est la mode en ce moment des Real World Asset Tokenization. Donc, comment on va réussir à faire en sorte que les actifs du monde réel arrivent dans la DeFi. Et donc, ça pose plein de questions parce qu'on se rend compte que c'est pas si simple de faire de la décentralisation sur un modèle qui, par essence, est décentralisé. À un moment donné, il te faut des validations ou des validateurs. Tu as déjà été tenté par une crypto inconnue qui a explosé en plein vol? Non, j'ai jamais fait. Donc tu es plutôt classique dans tes choix. Je suis très rationnel de me dire, si j'ai pas des flux financiers derrière, en fait, je vois pas comment le cours du sous-jacent peut durer dans la durée. C'est grâce aux châtaignes, ça. C'est peut-être mon côté paysan, ouais. les pieds dans la terre. Et surtout parce que j'ai connu la durée du business et je suis souvent à me dire qu'il y a pas d'argent facile. Comme le veut la tradition de notre podcast, Cédric a une question à poser au tracker de l'écho. On l'écoute. Moi, j'aimerais demander au tracker de l'écho s'il serait enclin à investir sur des actions de sociétés en bourse uniquement sur une notation sur 5, tu vois, sur des avis qui seraient laissés entre eux. Pourquoi ? Parce que je crois beaucoup à la sagesse de la foule, à cette intelligence collective, où finalement, si on est capable d'avoir 10 000, 100 000, 1 million de particuliers qui sont capables de faire leurs propres analyses, on arrive à un modèle qui est complètement décentralisé et surtout, on en revient à ne plus avoir de biais. Très bonne question. Envie de répondre à la question de Cédric O'Neill ? Écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be ou venez rejoindre notre groupe Les Trackers de l'Écho sur Facebook. Nous mettons toutes les infos dans les notes de cet épisode. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation de Tracker Plus. Et on vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un nouvel épisode de notre podcast qui s'intéresse au portefeuille des pros de la finance. Il s'agira de notre rencontre avec Gisèle Duenas Leiva de chez BlackRock Belgique.